Certains ont des idées. Éric Ciotti, par exemple, sur la question de la retraite. Il veut ouvrir la capitalisation. Il n'y a pas que les fonctionnaires qui ont le droit à la capitalisation. Il veut ouvrir pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une voie possible, une voie très étroite quand même, Marc Vigneault? Alors effectivement, elle est très étroite s'il y a une voie possible, parce que malheureusement, pour faire de la capitalisation, eh bien, il va falloir payer 2 fois. Il va falloir payer une première fois pour les retraites par répartition. Ouais. Vous savez qu'on cotise pour les retraités actuels. Et donc, si vous dites, on commence à constituer un fonds en capitalisation, c'est-à-dire vous mettez une partie des cotisations sur le fonds pour qu'il fasse des petits sur les marchés financiers et qu'à la fin, vous récupériez votre argent, eh bien, il va falloir mettre de l'argent en plus, parce qu'on ne va pas dire aux retraités actuels, excusez-moi, j'ai mis une partie de mes cotisations pour payer ma propre retraite et donc j'arrête de payer pour vous. Donc ça va être, dans le contexte qu'on a décrit du compte de la sécurité sociale, honnêtement, moi j'attends de trouver un politique qui donne un plan crédible pour faire de la capitalisation dans la situation financière où nous sommes. Il y a des solutions qui circulent. Le problème, c'est que les montants en jeu sont tellement importants pour verser des pensions. Par exemple, 30% des pensions actuelles, si vous voulez qu'à la terme, ça soit la capitalisation qui les fournisse en profitant des rendements des marchés financiers, en supposant que les marchés financiers aient des meilleurs rendements que le système par répartition, on pourra en parler si vous voulez, eh bien, il faut des sommes extrêmement importante, et ça ne sera que dans des dizaines d'années qu'on pourra verser les pensions par capitalisation. Donc il y a bien un moment où il y a un problème au départ. En fait. Et donc les pistes qui sont dans le débat pour l'instant, c'est que l'État vende des participations dans des entreprises non stratégiques. Gérald Darmanin dit par exemple on pourrait récupérer 80 milliards. Ok, on pourrait piquer les réserves de l'Agirc-Arrco. Sauf que il y a besoin quand même de marge de sécurité. L'Agirc-Arrco, c'est les retraites complémentaires du privé. Ils ont besoin de 6 mois de réserve, donc ils ont un peu plus. Donc on pourrait prendre ces réserves. Il y a à peu près à nouveau 85 milliards d'euros, mais l'Agirc-Arrco n'a plus de réserve en cas de problème. Et si vous avez ces 85 plus 85, vous n'avez pas du tout assez d'argent pour vraiment que les retraites par capitalisation pèsent quelque chose dans quelques dizaines d'années et pour servir des pensions correctes. Et donc, vous avez toujours un problème. Et donc, même les experts qui sont favorables à ce passage par la retraite par capitalisation, ils vous disent, eh bien, il va falloir désindexer les pensions des retraités actuels pendant quelques années pour arriver à ce que ce soit supportable. Sinon, on aura une génération d'actifs sacrifiés. Donc, il faut faire une liste de gens qui sont sacrifiés, quoi. Il y aura une certaine génération qui ne pourra pas bénéficier des cotisations par capitalisation, qui devront mettre à partir de maintenant, et il y a une génération qui n'arrive pas, qui ne colle pas là-dedans, et donc qui serait sacrifiée. Et donc, il faut trouver des méthodes. Et vu l'état des comptes publics, moi, franchement, je pense que la capitalisation aurait été utile il y a 30 ans, quand on avait une démographie qui était meilleure et qu'on se serait dit, on diversifie nos risques, on sait que la démographie va baisser, et donc le grand avantage... On avait beaucoup d'actifs pour financer Et le grand avantage de la retraite par capitalisation, c'est qu'on peut espérer qu'en investissant une partie de l'argent à l'étranger, on investisse dans des pays plus dynamiques, avec une croissance économique plus forte, et donc avec des rendements plus forts. Mais donc, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas espérer mettre tout l'argent de la capitalisation sur nos entreprises françaises, parce qu'un des grands arguments des défenseurs de la capitalisation, c'est de dire on va financer en fonds propres nos entreprises. Oui, mais alors on aura le rendement de l'économie française. À terme, on aura un rendement qui ne peut pas être durablement supérieur à la croissance économique. Donc en fait, il y a un équilibre. Il y a effectivement quelques avantages à la capitalisation, mais dans la situation actuelle, j'ai du mal à voir comment on peut le financer. Alors moi, je ne vais pas vous parler de la plomberie des retraites, parce que là, c'est encore plus complexe que la Sécu. Par contre, je vais vous parler de l'état d'esprit qui règne dans les entreprises. Il n'y a encore pas si longtemps, la retraite par capitalisation, c'était un gros mot. Je veux dire, dès qu'on en parlait, alors là, c'est le déchaînement médiatico-politico, etc. Maintenant, plus du tout. Pourquoi ? Parce que les gens, alors, n'ont pas vos connaissances, Marc, mais ils ont compris une chose. Ce qui circule dans les entreprises, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, les gens ont très bien compris qu'au niveau des retraites, ceux qui sont maintenant... C'est pour ça qu'ils épargnent. Ceux qui sont à la limite... C'est-à-dire ceux qui sont, vous voyez, au-delà de 60 ans, se dépêchent de partir parce qu'ils savent très bien qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ceux qui ont 10, 15, 20 ans de moins épargnent parce qu'ils ont très bien compris qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, globalement, les gens cherchent des solutions. Donc, dans l'opinion publique, on a accepté le fait que la retraite par répartition ne sera pas l'alpha et l'oméga. Donc, moi, je suis plus optimiste que vous. Je pense qu'il y aura des choses à trouver. Et on va pouvoir mettre en œuvre certaines choses, peut-être qu'on va tester certaines choses, parce que du coup, les gens ont compris qu'on allait avoir besoin de ces compléments, de ces dispositifs.
C'est pareil sur la Sécu, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste. La pyramide des âges, elle est inversée. C'est-à-dire qu'il y a la population devient de plus en plus âgée, donc il y aura besoin de plus en plus de retraites et de soins médicaux. Donc, là aussi, c'est pareil, les gens, ils ont très bien compris ça. C'est un très, très grand pas en avant. Donc après... Oui, mais en fait, chacun se débrouille, chacun fait sa petite capitalisation personnelle, quoi. Alors, c'est ce que font certaines personnes, exactement. Et puis d'autres personnes, si vous voulez, c'est un petit peu, je dirais, advienne que pourra. Alors après, ça aussi, c'est un choix de société. Est-ce qu'on doit tous être solidaires, ceux qui sont hyper affûtés sur tous les systèmes fiscaux, etc., qui, en clair, contribuent à aider ceux qui ne les connaissent pas. Mais de toute façon, il y a eu un revirement à 180 degrés de l'opinion politique. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça va très vite. C'est pas arrivé sur... c'est un peu comme le nucléaire, quoi. Oui, mais alors, ce qui est en plus sur le nucléaire... Là, ça va vite. Si vous me branchez là-dessus... c'est une blague. Mais les gens, vous voyez, les mêmes personnes qui étaient contre ont disparu de la surface de la Terre. Oui. Où sont-ils ? Tout le monde est pro maintenant. Non, mais c'est vrai que Marie-Lise Léon de la CFDT a dit il n'y a pas de tabou, même si après elle note ce que je dis, c'est-à-dire que la transition sera extrêmement difficile. Mais après, sur les retraites par capitalisation, c'est vrai qu'avant, on vous sortait toujours les Man Brothers en disant regardez ces pauvres Américains, ils se sont fait tout spoiler. Non, ce que Marc a bien exposé aussi les enjeux autour de la retraite par capitalisation, surtout à court terme. C'est vrai que quand on connaît bien le sujet, le problème fondamental des retraites aujourd'hui, effectivement, c'est le financement dans les prochaines années et qui est lié au choc générationnel, et très clairement. Donc ça veut dire que les retraites par capitalisation, normalement, c'est plus de retraites par capitalisation et donc moins de retraites par répartition. Et donc s'il y a moins de retraites par répartition, il y a moins de cotisations et donc moins de prestations pour les retraités actuels. Or, aujourd'hui, on n'a pas assez de cotisations pour les prestations qu'on doit verser. Donc, en fait, on ne résout pas le problème. En tout cas, là-dessus, on ne le résout pas. Peut-être qu'à moyen terme, ouvrir un peu de capitalisation, c'est une question qui peut se poser, mais elle ne résout pas notre problème des 5, 10, 20, 15 prochaines années. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quelque part, ce n'est pas une vraie retraite par capitalisation, mais on vient de le dire, c'est qu'on a un niveau d'épargne qui est record en France. Donc, quelque part, les gens le font déjà. Les gens le font déjà. Je veux dire, on a un des niveaux d'épargne les plus élevés quasiment de l'OCDE, malgré le système de retraite par répartition dans lequel on a des cotisations obligatoires qui sont une forme d'épargne forcée, et qui n'est pas comptée dans l'épargne. Donc, ça montre bien que déjà, un certain nombre de ménages agissent comme ça. Donc, voilà, je pense qu'il est intéressant de dialoguer là-dessus, effectivement, vis-à-vis des entreprises. Savoir est-ce que le rendement de cette capitalisation à long terme est bien supérieur à un rendement économique ou celui de la masse salariale, parce qu'en fait, le rendement des retraites par répartition, c'est l'évolution de la masse salariale. Et donc, c'est vrai que ça pose cette question, parce qu'effectivement, historiquement, on a eu un rendement de la capitalisation bien plus élevé. La question, c'est est-ce qu'on peut projeter ça à l'avenir ? Après, il y a des aspects aussi qui peuvent être très cycliques, dont vous avez parlé. Bon, ça mérite un débat, mais il ne faut pas croire que c'est une solution miracle. Voilà. Marc. Alors, moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, qui est dit un peu sous le manteau. Il y a beaucoup d'experts qui vous disent, aujourd'hui, on est dans un système le plus hypocrite. Comme vous disiez, ceux qui ont les moyens bénéficient de réductions fiscales et sociales pour faire leur propre épargne par capitalisation individuelle. Un petit parcours. Et on a ce problème de surépargne en France, et on a une épargne qui ne s'investit pas où il faut. Et donc, beaucoup d'experts pointent tous vers, à la fin, le problème, c'est l'assurance vie. En fait, il faudrait que l'assurance vie soit différente. On a une énorme niche fiscale dans l'assurance vie, qu'évidemment les gens veulent défendre à tout prix, puisqu'on est tous intéressés par l'assurance vie. Mais donc, en fait, cette assurance vie fait beaucoup de mal, parce que tout l'argent qui est investi là-dessus ne va pas dans le financement en fonds propres suffisamment des entreprises, finance un peu la dette française, donc de ce point de vue-là, c'est très bien parce que c'est des placements pas très risqués, et n'éduque pas du tout les gens à l'idée que plus on prend de risques, normalement plus il y a de rendement, et plus on choisit la sécurité et moins il y a de rendement. Et tout ça est fondé sur une énorme niche fiscale. Et Emmanuel Macron, quand il était arrivé en 2017, quand il avait fait son plan de réforme, une des contreparties de ces réformes fiscales, c'était d'essayer de justement mettre un coin dans les avantages fiscaux de l'assurance vie. Et puis évidemment, devant la difficulté de la tâche, il a reculé. Mais je pense qu'il y a un moment, si on veut basculer vers la capitalisation collective gérée par les partenaires sociaux avec un seul fonds, etc., il faudra peut-être se poser la question. Et pour plein de choses, l'assurance vie pose problème, encore une fois, en termes de financement de l'économie française, de fonds propres, de manque d'accès aux capitaux des entreprises, etc. Et donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Évidemment, c'est extrêmement impopulaire. Est-ce que l'idée de Merz de verser 10 € par mois à chaque enfant dès 6 ans jusqu'à ses 18 ans est une bonne idée? Vous m'autorisez un petit commentaire? Allez-y.
concernant l'assurance vie n'est pas la cause. L'assurance vie est le symptôme. C'est-à-dire que s'il y a deux indices d'incertitude, c'est le cours de l'or et c'est le taux d'épargne. Pourquoi les gens épargnent ? Parce que globalement, ils ont de sérieux doutes sur le système. Donc, c'est pas parce qu'on va sortir la énième loi qui va les contraindre à prendre leurs économies et à les mettre dans un produit que ça va marcher. Le fond du problème, c'est vraiment pourquoi les gens ont de l'incertitude. Et donc, tout ce que nous appelons de nos vœux pieux ce matin, mais ça fait juste 15 ans que ça dure, qui est une réforme de fond du système, c'est ça qui va débloquer les choses. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, je dirais, les gens vont se débrouiller comme ils peuvent, pour le meilleur ou pour le pire. Alors maintenant, sur mes Allemands. Les Allemands, alors pourquoi pas commencer, les jeunes Allemands, mais tous jeunes Allemands, 6 ans. On peut commencer à 9 mois un jour, comme ça, vous voyez, ça fait un contrôle. Certains parents le font bien, hein, vous ouvrez un petit compte, puis vous mettez... Bien sûr, mais d'ailleurs, on le faisait bien avant que ça existe, ou quand il y avait quelqu'un qui est un nouveau-né, on mettait... Why not ? Mais je pense que la question principale, c'est est-ce que ceux qui payent, ceux qui reçoivent les subsides d'un système de protection doivent systématiquement payer. Et en France, on sait très bien, par exemple, qu'au niveau de la sécurité sociale, c'est assis essentiellement sur le travail. Donc c'est ça la question de fond, c'est pas savoir s'il faut... Parce que pendant qu'on y est... D'où vient l'argent ? Oui, parce que là, je vais être un peu impertinent. Alors les nouveau-nés, mais on peut faire aussi les animaux domestiques pendant qu'on y est, il n'y a pas de limite. C'est pas exactement pareil. Non. Mais je veux dire, en termes de charge, je veux dire. En termes de charge mentale, vous verrez, c'est pas du tout pareil. Pour moi, c'est du bricolage. Mais la question de fond, c'est un système dont tout le monde bénéficie, je pense. Tout le monde devrait y contribuer. Puisqu'on parle d'équité, c'est un terme qui revient inlassablement en France, l'équité fiscale. Est-ce que ça, c'est pas équitable ? Je bénéficie, donc je contribue. C'est simple à comprendre. Idéalement. Ça illustre le fait que les Allemands ont un énorme problème de démographie et puis ils veulent de moins en moins d'immigration. Donc ils vont avoir un énorme problème bien plus fort que celui de la France de financement de leur système social. Et l'État allemand a les poches profondes et peut dire tiens, je vais cotiser pour les enfants allemands pour qu'ils commencent à... Parce que c'est de l'argent bloqué, donc en fait... Voilà, et d'après ce que j'ai compris, ce serait l'État qui verserait. Bon, on imagine mal l'État français avec les déficits qu'il a, financer, encore brancher un autre tuyau sur la sécurité sociale. C'est une façon de brancher un tuyau sur la sécurité sociale. Voilà. Mathieu, et après on parle guerre commerciale. L'idée est quand même, mérite réflexion. Effectivement, c'est quand même l'État. C'est pas les particuliers qui mettent 10 € par mois pour chaque enfant. Donc c'est l'État qui mettrait une dotation de 10 € par mois pour chaque enfant entre 6 et 18 ans. Alors après, ils peuvent gérer leur épargne. À 18 ans, ouais. À 18 ans, voilà, et continuer ou pas. Et donc, après, les calculs qui étaient faits par le gouvernement allemand, ou je ne sais pas qui, enfin en tout cas ceux qui étaient concernés, ils prenaient un rendement à 6% sur toute la durée de vie. Donc on arrivait à des montants qui étaient très importants. Forcément, parce que 6% par rapport à une croissance, ça c'est du rendement nominal, mais même par une croissance nominale, il sera à 2 ou 3, vous oubliez 2 fois plus vite. Donc vous arrivez à ce résultat-là. Mais voilà, c'est recréer une forme d'épargne collective qui serait financée par l'État, ce qui est effectivement ce que peuvent faire les Allemands, un peu plus compliqué pour la France vu les marges de manœuvre budgétaires aujourd'hui. Allez, on passe à la